Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Métro News. Au sommaire, une institution dédiée à la formation d'enfants handicapés, l'Institut Montfort, a été vandalisée par le gang 400 Marozo. À Gantier, plus de 2000 personnes ont dû fuir en raison de la violence des gangs, selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations. Et puis pas de nouvelles révélations dans le dossier de corruption opposant les 3 membres du CPT au président du conseil d'administration de la BNC suite à la comparution de ce dernier, mais l'affaire se corse. Malgré la déclaration de l'état d'urgence sécuritaire dans 14 communes de 2 départements du pays, les actes de violence des bandes criminelles se poursuivent. Dans le département de l'Ouest, l'attaque du gang des 400 Marozo a provoqué le déplacement de plus de 2100 personnes à Gantier, selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations. Depuis le 21 juillet, 985 ménages ont été contraints de fuir, avec 17% trouvant refuge dans 2 nouveaux sites, rapporte l'OIM. À Croix-des-Bouquets, des mendiants ont vandalisé et expulsé les occupants de l'Institut Montfort, une institution dédiée à la formation des enfants handicapés, y compris des sourds-muets et des aveugles. Durant les 100 premiers jours du Conseil présidentiel de transition, les mesures prises en matière de sécurité n'ont pas répondu aux attentes de la population. Les actions se sont limitées à l'instauration de l'état d'urgence et à des changements au sein des hautes directions de la police nationale. Entre-temps, les autorités multiplient les réunions, mais la population reste impatiente. Pour discuter de la situation sécuritaire actuelle, nous accueillons donc Emmanuel Paul, expert en sécurité et analyste en stratégie internationale. Bonsoir Monsieur Paul, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Rose Berline, je suis content d'être avec vous. Nous sommes là pour parler de sécurité, notamment de la mission multinationale, plus de 2 mois après l'arrivée des premiers policiers kenyans en Haïti. Est-ce que, selon vous, le problème pouvait être déjà résolu lorsqu'on prend en compte l'impatience déjà de la population haïtienne? Déjà, on peut dire que nous avons un problème et depuis 6 ans, on vit avec cette situation. Donc, et pour parler de cette situation exactement, donc on dit 6 ans, mais bon, la situation de sécurité en Haïti, c'est chronique. Donc, penser résoudre ce problème après 1 mois avec 400 hommes arrivés du Kenya, c'est irréaliste. Donc, pour moi, on n'aurait pas pu avoir des résultats probants dans 1 mois. Et qu'est-ce qui pouvait être fait en ce moment pour, d'un côté, envoyer un signal fort aux bandes armées et de l'autre côté, rassurer un petit peu la population? En matière de... Pour rassurer la population, donc, là, il s'agit d'une bonne communication parce que de toute façon, il faut expliquer à la population parce que de toute manière, ils ont vécu ça depuis 6 ans. Donc, dans la sagesse haïtienne, on dit souvent que si elle n'est pas tuée, nous, elle va jouer pour tuer nous. Donc, c'est-à-dire, si on n'a pas résolu le problème pendant 6 ans, donc on va avoir une mission internationale. Donc, il faut expliquer que ça prendra du temps. Donc, pour moi, ça, c'est la communication. Mais maintenant, pour ceux qui est de la force, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ça, tous les planificateurs militaires le savent. C'est que vous amenez des troupes et dans un environnement nouveau. Donc, ils doivent s'acclimater, ils doivent comprendre le terrain et ils doivent aussi échanger avec leurs collègues haïtiens pour mieux comprendre la situation. Et d'autant plus, nous avons une mission qui a été conçue pour 2500 hommes. Or, maintenant, nous avons 400, ce qui représente 16% de la totalité. Donc, je doute que 400 hommes puissent faire le travail prévu pour 2500 hommes. Et il y a aussi le commandant-chef de cette mission, M. Godfrey Otungue, qui justement, notamment avait dit que le manque de matériel, ou du moins c'est les matériels qui ne sont pas adaptés, et justement cette question d'effectifs l'empêche de donner des résultats. Un commentaire par rapport à cette déclaration, M. Paul? Bon, pour les matériels ou les équipements qui ne sont pas adaptés, je ne voudrais pas commenter cette déclaration parce que j'imagine qu'il y avait une mission de reconnaissance et
dans le pays pour comprendre le problème et il y avait aussi des demandes qui ont été faites. Donc, s'il estime que ce qu'il a en sa possession n'est pas conforme, ça, je ne peux pas commenter là-dessus. Mais au-delà de l'équipement, il y a la masse critique d'hommes qu'il faut pour aborder le problème. Parce que nous avons un problème bien différent au moment où la résolution des Nations Unies a été votée. Parce qu'il y a une situation d'avant le 29 février où on avait des groupes qui se cantonnaient dans leur zone mais qui se battaient entre eux. Mais maintenant, après le 29 février 2024, nous avons un autre problème. Nous avons une coalition de groupes armés qui, avec des méthodes différentes, des pratiques différentes, des capacités différentes et des compétences différentes qui s'unissent et ils créent un autre problème. Et à ce moment, peut-être aussi que la stratégie qui a été adoptée, ou du moins la stratégie qui avait été étudiée pour le problème d'avant le 29 février, doit être mise à jour. Donc, après l'évasion des prisonniers des 2 plus grands centres carcéraux du pays. Bien entendu, mais je dirais plutôt après la coalition des groupes. Donc, il faudrait réadapter cette stratégie. J'imagine que oui, parce qu'au moment où la résolution a été prise au Conseil de sécurité des Nations Unies, on n'avait pas ce problème tel qu'il est maintenant. Toujours pour essayer de résoudre la situation sécuritaire, le gouvernement et le Conseil présidentiel de transition a déclaré l'état d'urgence sécuritaire sur 14 communes du pays. Est-ce que vous, M. Paul, vous ressentez l'impact véritable de cet état d'urgence? Bon, en réalité, je ne vais pas dans est-ce que je ressens, je préfère aller plutôt vers dans le sens que est-ce qu'il y a un travail de fond qui se fait? Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que l'état d'urgence, c'est un régime d'exception. Donc, qui permet au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles pour résoudre un problème ponctuel. Donc, l'état d'urgence étant décrété, maintenant, il y a des mesures qui doivent suivre, il y a des planifications qui probablement sont en train d'être faites pour aborder le problème. Donc, ce qui se fait dans les bureaux, dans les officines pour essayer de résoudre le problème, je ne suis pas au courant, donc je ne peux pas savoir pour dire il y a des choses qui se font ou il n'y a rien qui se fait. Donc, de ce point de vue, je préfère rester dans l'observation et suivre qu'est-ce qui va être fait dans les prochains jours. Les forces armées d'Haïti est aussi appelées à aider à résoudre ce problème dont nous parlons, qui est le problème de l'insécurité. Nous savons que les FADH avaient un embargo qui a été levé notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, les forces armées d'Haïti peuvent acheter elles-mêmes des armes? Et sinon, quel type d'armes pourrait être mieux adapté pour aider à combattre les gangs dans le pays? Soit dit en passant, c'est que l'armée ne va pas acheter des armes pour combattre des gangs. Donc l'armée va acheter des armes parce qu'une armée doit avoir une doctrine, donc c'est-à-dire dans la doctrine et dans la stratégie, dans les objectifs qui seront fixés. Donc c'est à ce moment qu'ils vont définir quel type et quel système d'armes qu'ils vont avoir. Donc je ne pense pas qu'on va acheter des armes pour combattre des gangs au niveau de l'armée d'Haïti. Maintenant, c'est plutôt quelque chose de plus global. L'armée, dans sa doctrine et par rapport à ses objectifs, il va définir les systèmes d'armes qui seront nécessaires. Donc, à mon sens, c'est un peu ça, parce qu'en réalité, pour résoudre ce problème que nous avons là, nous n'avons pas uniquement besoin des armes. Donc, nous avons besoin de la stratégie, nous avons besoin de mieux comprendre le problème pour pouvoir le résoudre. Parce que c'est un problème qui est un résultat. Ce problème-là, c'est un résultat cumulé sur plusieurs décennies, pour ne pas dire sur 200 ans d'histoire. Donc, on ne résout pas un problème aussi complexe avec quelques fusils d'assaut et quelques véhicules blindés. Monsieur Paul, comme dernière question, vous nous avez dit que l'armée ne va pas acheter des armes pour combattre les gangs. Quel serait donc le rôle de l'armée dans le rétablissement de la sécurité aujourd'hui, notamment avec les gangs qui pilulent en Haïti? Normalement, l'armée a une mission plus large que combattre des gangs. Nous avons une situation exceptionnelle parce que de toute manière, la situation qu'on a là, ce n'est pas une situation normale. Mais c'est pas... l'armée doit prendre les dispositions pour résoudre
tous les problèmes que l'armée doit résoudre. Mais ce n'est pas uniquement combattre. Ce n'est pas seulement combattre justement, les normalement, les problèmes de sécurité publique sont abordés par la police. Mais comme nous avons une situation exceptionnelle, l'armée peut aider dans le rétablissement de la situation, mais la mission de l'armée va au-delà de ça. La mission de l'armée va donc au-delà de ça. Merci. Bien entendu. Infiniment à vous, Monsieur Emmanuel Paul. Merci aux téléspectateurs de Metro News. Merci encore. Voilà donc l'analyse de l'expert en sécurité, analyste en stratégie internationale, Emmanuel Paul. Et puis alors que la population continue de dénoncer la lenteur affichée par la mission de la lutte contre les gangs, le commandant de la force a lancé officiellement des cours de formation linguistique et interculturelle pour le contingent kényan. Toujours concernant l'insécurité, la table sectorielle de Liancourt dénonce une augmentation des actes d'insécurité dans le bar Thibonite dans le contexte de l'instauration de l'état d'urgence sécuritaire. Profitant de l'absence des policiers dans ces zones, les bandits opèrent en toute quiétude, déplorent les membres de la structure. Ainsi recommandent-ils un déploiement de policiers dans ces espaces occupés pour un retour au calme. Les propos d'Oris Edridge de la table sectorielle. L'on considère que c'est l'État qui doit être détenteur de la violence légitime. L'on considère que ça la Thibonite là vaut dans ce qui a rapport avec la production manger, donc tout ça a été fait. L'on considère que nous avons une communauté Liancourt qui a été à balancer côté Mounio, il y a mouru. Pour toutes les raisons, ça, avec l'autre encore, nous demandons pour l'État agir. Agir dans le sens que pour l'État mettre des policiers dans le commissariat Liancourt, pour l'État mettre des unités spécialisées côté qui a empêché M. Saro continuer à simuler la troublade dans la zone là, de façon pour tout le monde Liancourt retourner la carrière pour que continuer à fonctionner comme ça. Donc, je pense que ça, c'est un minimum pour l'État faire. C'est un minimum qui n'est pas très difficile pour l'État faire. Donc, il connaît que messieurs ça vient, ils ne sont pas bien équipés, même avec messieurs qui n'ont pas de place. Messieurs ça vient, côté situé géographiquement, c'est très facile pour empêcher de sortir. Voir si l'État a fait des interventions pour éradiquer comme ça. Donc, je pense que ça dépend de l'État d'abord. C'est mettre des unités spécialisées au niveau du commissariat et empêcher les messieurs de sortir en façon pour la population capable de retourner la caille, retourner la créativité, pour toute entreprise retourner fonctionner en façon pour la communauté à carré. Autre dossier à Metro News, le budget rectificatif 2023-2024 a été finalisé et sera prochainement adopté en Conseil des ministres selon une source gouvernementale. Bien que le montant exact n'ait pas été divulgué, cette source affirme que le nouveau budget est réaliste compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans le pays. D'après la primature, ce budget se concentrera principalement sur la crise humanitaire et sécuritaire qui constituent les problèmes fondamentaux auxquels le pays est confronté. En éducation, la nouvelle année académique 2024-2025 se déroulera autour du thème « Restaurer l'autorité de l'école » selon les déclarations du ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, qui a également annoncé que la rentrée des classes est prévue pour le 1er octobre 2024. Une enveloppe de 5 milliards de gourdes est destinée aux parents des élèves des établissements privés qui pourront recevoir jusqu'à 20 000 gourdes chacun. De nouvelles mesures prises par le MENFP incluent une meilleure distribution de matériel scolaire et des cantines scolaires. Le ministère s'engage également à réguler plus efficacement le système éducatif, notamment en ce qui concerne la nomination des enseignants et leur mode de paiement. C'est un reportage de Rodolphe Yerluy. C'est une décision gouvernementale disparue depuis des décennies qui revient sur le tapis. La rentrée des classes qui se fait en octobre, cette dernière a été adoptée en raison de la situation de crise qui affecte les parents. Toutefois, elle ne s'applique pas pour le personnel administratif. Année scolaire académique 2024-2025 là, en fait, au 1er octobre. Le octobre, c'est calendrier pour tout
si vous l'école. Cependant, entrée administrative, de tout directeur de l'école, directeur du lycée, l'école nationale, directeur de l'école ouverte, dans l'école, vous commencez à recevoir par an, vous commencez à recevoir les pour les questions administratives. C'est 16 septembre. Autour du thème « Restaurer l'autorité de l'école », la nouvelle année académique 2024-2025 va se dérouler et pour ce faire, l'État se dit conscient de certaines mesures urgentes à prendre. Restaurer l'autorité de l'école, c'est-à-dire, professeur de l'école là, il faut le faire de place. Mais il faut les payer. Et notre responsabilité, tout ça, il faut payer la l'heure. Parce que nous avons une situation qui est là. Il y a des gens qui nomment, qui ne sont pas travailler. Il y a des gens qui nomment, qui ne sont pas touchés. Il y a des gens qui travaillent, qui ne sont pas nommés. C'est dans l'état de samedi là. Un accompagnement financier sera donné aux parents des écoles publiques. L'annonce a été faite par le ministre. Une enveloppe de 5 milliards de gourdes est déjà disponible. Il donne plus de détails. L'école publique fondamentale, communale et communautaire, dont 280 000 par an dans plusieurs départements qui nous ciblent, qui ont environ 15 ans. Et ça permet de petits choix par an, à travers un débat sur les cash transfert. Cash transfert, ça, c'est avec les compagnies téléphoniques d'affaires. C'est un gros bagage, mais ça permet quand même de parler de tout à gros. Et ça coûte nous, enveloppe, ça c'est 5 milliards de gouttes. La distribution de manuels et de kits scolaires, le renforcement de la distribution de cantines scolaires notamment, un point qui semble tenir à cœur le chef du gouvernement Gary Conille, pourtant présent, mais qui met face à ses responsabilités le numéro 1 du MNFP. Dans le rapport, nous pouvons couvrir le pays à question manger. Donc, pour les temps, quand c'est scolaire là, jusqu'à 6%, que nous dans la ville, que nous dehors. Et, nos partenaires nous rencontrent déjà comptables. Nous demandons forcément les haïtiens, producteurs paysans, qui vendent dans la commune pour faire paysans, qui choisissent nous-mêmes pour nous relever la production nationale. Vous pensez que ça c'est bon aussi? Comme mon rapport parlait déjà, il était couvert pour l'année dernière près de 444 000 signes manger, mais il faut aller au-delà, de sorte que d'ici 2026-2027, on va payer. La formation des enseignants, la régulation du statut des personnels administratifs, entre autres, autant de nouvelles dispositions annoncées par le ministre Augustin Antoine en attendant la rentrée des classes, des déclarations faites dans le cadre d'une visite au Collège canado-haïtien, l'un des centres d'examen, l'occasion pour lui de dresser un bilan satisfaisant des 2 premiers jours en attendant la fin des épreuves. Il y a environ 360 000 parents qui quittaient le département de l'Ouest. Et de ces 360 000 parents, il y a environ 170 000 élèves. Donc, nous avons problème, le fait qu'on élève dans le contexte, la chita, pour composer, on a dit quand même, malgré tout problème pays, il y a une chance. Et c'est un premier degré de satisfaction. Un autre aspect qu'il faut considérer dans le cadre de cette conférence de presse, ce n'est pas uniquement le report de la date de la rentrée des classes qui est prévu en passant pour le 1er octobre, mais c'est l'aspect sécuritaire. Il y en a, alors des observateurs se questionnent, s'interrogent là-dessus. Est-ce que le fait d'avoir renvoyé ou encore reporté l'école pour le 1er octobre, plus précisément la rentrée des classes, cet intervalle de temps va permettre au gouvernement de restaurer le climat sécuritaire ou encore d'améliorer les conditions sécuritaires. Alors, dans la capitale ou dans les villes de province, c'est une situation inquiétante. Une fois de plus, il faut dire que les groupes armés n'ont pas hésité à défier, non pas uniquement les agents de la police nationale, les forces armées d'Haïti, mais également les policiers kenyans. Donc, est-ce que le mois d'août, le mois de septembre, ces 2 mois vont être consacrés, vont permettre au gouvernement de trouver une issue par rapport à la crise sécuritaire qui perdure, afin de permettre aux
aux écoliers, aux parents et pourquoi pas toute la population de vaquer librement à ses occupations. Donc c'est une question qui interpelle et jusqu'à présent, qui reste sans réponse, mais bon nombre d'observateurs espèrent qu'à partir de ces 2 mois ou encore à partir de la rentrée des classes qui est prévue pour le 1er octobre, que la situation sécuritaire va s'améliorer et que le gouvernement aura suffisamment ou encore probablement de temps pour prendre des décisions qui pourront améliorer les conditions sécuritaires. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Toujours dans ce chapitre, la structure Market It prône la digitalisation dans le milieu scolaire haïtien, une initiative qui permettrait de pallier aux problèmes de dysfonctionnement fréquents des écoles en raison des troubles sociaux-politiques. Les explications de Rod Mayer Senelier, responsable des relations publiques au sein de cette structure. Donc, conférence aujourd'hui à nous organiser dans le but pour permettre aux gens connaître qui difficultés qui rencontrent dans le système éducatif là, par rapport avec le système qui n'est pas digitalisé. Parce que quand on va aller à l'école qui toujours rencontre des difficultés immédiatement que pas de circulation, l'école obligée de fermer. Donc, nous pensons que le thème de la conférence aujourd'hui à aller dans l'idée pour l'école de comprendre comment la digitalisation est capable d'aider dans le domaine éducatif là et pour lancer dans le monde digital là plus bien. Sensibilisation, c'est le premier bagage que nous souhaitons faire pour nous comprendre l'importance de la digitalisation. Et après, nous pensons que automatiquement que l'autorité souhaite accompagner nous dans le mouvement, ils sont capables de faire ça tout. Mais nous-mêmes, nous souhaitons accompagner l'école d'abord, vu que nous sommes compagnies qui évoluent dans le domaine technologique et commercial. Nous ne pouvons pas dire que nous allons faire des choses gratuitement, mais nous essayons d'accompagner un paquet de l'école, que ce soit avec des solutions flexibles, pour capable d'intégrer le domaine digital. Là. Donc ça exige un paquet de moyens, ça exige qu'il faut un matériel qui est disponible pour que l'école comprenne d'abord sa digitalisation. Et après, pour l'école souhaiter intégrer la digitalisation, il faut qu'il y ait logistique, il faut qu'il y ait un matériel informatique qui est disponible, il faut qu'il y ait une bonne connexion Internet, et il faut qu'il y ait une volonté tout. Donc immédiatement, il y a une volonté, nous pensons que nous avons accompagner toute l'école qui décide d'intégrer le programme Market It pour digitaliser l'école. Que Market It a un programme qui est le Market It Labs que lui lancé pour aider l'école à gagner un laboratoire informatique et construire un laboratoire moderne avec Internet et toute bagaille de qualité. Donc c'est un programme qui a un délai jusqu'à 30 septembre pour l'école de postuler et participer avec Market It. Dossier BNC, le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Harold Pierre-Louis, s'est présenté lundi devant l'ULCC après avoir initialement demandé un report d'une semaine pour répondre aux accusations de corruption qu'il avait portées contre les conseillers présidentiels Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles. À l'issue de cette audition, aucune information n'a été communiquée sur les nécessaires, soulignant qu'il les accusait d'avoir exigé 100 millions de gourdes pour le maintenir en poste, accusation que les 3 conseillers ont réfutée en les qualifiant de manœuvres politiques. Dans l'intervalle, des organisations de la société civile ont demandé leur retrait et des sanctions morales, tandis que Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil présidentiel de transition, a déclaré qu'il laisserait la justice suivre son cours. Malgré une audition de plusieurs heures, aucune information précise n'a été révélée. Et Smith Augustin a rappelé que les conseillers bénéficient d'un privilège de juridiction, affirmant que l'ULCC n'a pas la compétence pour les entendre. Pour clore cette page, le journaliste haïtien Robertson Alphonse a reçu le prix Percy Koboza lors d'une cérémonie au Chicago Hilton le 3 août 2024. Cette distinction, attribuée par l'Association nationale des journalistes noirs des États-Unis, honore son engagement et son professionnalisme. Journaliste du quotidien Le Nouvelliste et de Radio Magique 9, M. Alphonse est reconnu pour son dévouement à la liberté de la presse. En novembre 2023, il avait été nominé pour le prix Courage de Reporters sans frontières et le prix Guillermo Cano de l'UNESCO. En octobre 2022, il a survécu à une tentative d'assassinat à Port-au-Prince et a dû se réfugier aux États-Unis. Il est actuellement boursier au programme Nye Wellness de l'Université du Michigan.
Le prix Percy Koboza rend hommage à Percy Peter Koboza, un journaliste sud-africain célèbre pour sa lutte contre l'apartheid. Métropole félicite notre confrère Robertson Alphonse pour son prix. Fin de cette édition de Métro News. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une. Une institution dédiée à la formation d'enfants handicapés, l'Institut Montfort, a été vandalisée par le gang 400 Marozo. À Gantier, plus de 2000 personnes ont dû fuir en raison de la violence des gangs, selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations. Et puis pas de nouvelles révélations dans le dossier de corruption opposant les 3 membres du CPT au président du conseil d'administration de la BNC suite à la comparution de ce dernier, mais l'affaire se corse. C'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci infiniment de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.